Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 19 février 2023. Je fais ce live Twitch sur les peintres de la scène française, les peintres contemporains de la scène française. La semaine dernière, Marine Vallon a invité Corentin Canesson. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, la chance de recevoir Jean-Marc Bustamante. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, bonjour Jérémy. Alors, pour les gens qui sont sur Twitch, vous pouvez poser des questions tout au long de l'émission. Jean-Marc y répondra à la fin. Sinon, vous pouvez retrouver cette émission et les précédentes sur la chaîne YouTube Les Apparences. Déjà 62 heures d'interview. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est une mine, une archive en cours sur le panorama de la scène actuelle et ses coulisses. Alors, merci à Thomas de m'inviter, de m'avoir permis cette invitation. C'est un plaisir tout particulier pour moi parce que j'étais formé aux Beaux-Arts de Paris et j'ai fréquenté l'atelier de Jean-Marc Bustamante autour de 2005-2006, il y a quelques années maintenant. Et c'est un travail que je suis de loin en loin depuis bien 15 ans, 15-20 ans. Un travail qui m'a certainement influencé dans mon propre travail et qui m'a intéressé à la fois par sa ligne, son incroyable cohérence sensible, et en même temps sa curiosité, ses mouvements, puisque c'est un travail qui s'est déployé à la fois en photographie, mais qui a aussi abordé l'objet, l'installation, et des choses tout à fait hybrides dont on va reparler. Mais au tout départ, c'est la photographie, il me semble, à la toute fin des années 70. Et on va partir de là avec une œuvre tirée d'une série Cyprès, une œuvre emblématique qui elle date de 91. Le titre c'est T123-91 et les dimensions du tirage c'est 128 par 101 cm. T qui me semble signifier tableau déjà. Exact. Est-ce que tu peux nous parler de cette œuvre-là? Cette œuvre, c'est un peu la série qui signe un peu la fin de mon aventure photographique que j'avais commencé en 1977, où j'avais effectivement pensé l'art en tant que photographie, non pas l'inverse, et essayer de voir de quelle manière on pouvait effectivement considérer la photographie comme tableau. Et c'est en cela que j'ai fait effectivement une série à peu près de deux ou 300 tableaux dans des zones transitoires entre la ville et la campagne, où j'ai effectivement travaillé en couleur avec une chambre photographique de grand format pour obtenir des formats assez grands de tirage, même si aujourd'hui ils apparaissent petits, mais à l'époque c'était le plus grand qu'on pouvait faire sans qu'il y ait de raccord. Et voilà, donc pour moi, c'était très important de mettre en place le médium photographique comme un médium, je dirais, central dans l'art et pour moi. Et donc, je l'ai poursuivi pendant 10-12 ans pour arriver à cette série des tableaux de cyprès qui sont en fait un peu comme des all-over de nature où je ferme un petit peu le tableau de cette manière-là. D'accord. Quand tu dis des travaux, cette notion d'entre-deux qui est effectivement très présente, elle se joue, il me semble, à la fois dans ces paysages transitoires périphériques, parfois en construction, où on ne sait pas si on est entre la construction ou le début de ruine, mais également, comme tu en parlais sur cette question de tableau, cette présence du tableau, entre deux dans les médiums ou dans les questions relatives à la photographie, puisque ce sont des tirages uniques, me semble-t-il. Exact. Donc, déjà, on sort de la mécanisation multiple photographique. Tu l'as indiqué, tu les titres tableaux, ce Oui. sont des grands formats, encadrés, et effectivement, entre deux, d'une certaine manière, certains tableaux, je ne sais pas combien en compte la série au total, mais il y en a plusieurs aussi près. Oui, des Certains, cyprès, il doit y en avoir une vingtaine à peu près. Mais d'accord, mais je les ai faites le même jour. En fait, c'est une ouais, grande haie de cyprès
que j'ai cadré d'une manière différente. Et en fait, c'est une série qui a été faite le même jour, sous la même lumière. C'est presque une séquence, un travelling. Exactement. Et parfois, enfin souvent, on voit un petit muret en bas Oui. qui situe cette photographie dans le domaine du paysage, une vue. Parfois, c'est plus serré. Effectivement, on retrouve la question de la texture. Et c'est de la chambre photographique. C'est extrêmement détaillé, fidèle. Donc, c'est pas pictorialiste. Néanmoins, la question de la peinture semble apparaître déjà dans ce all-over avec des traînées verticales qui pourraient évoquer, est-ce que c'est un clin d'œil volontaire, le travail de Clifford Steele, par exemple? Oui, enfin, moi, je verrais plutôt le balcon de Manet. Et, Ouais. en fait, ces grands cyprès seraient des personnages qui sont derrière le balcon. Il y a effectivement, à un moment donné, il y a un décrochement dans le balcon. Et voilà, pour moi, c'est une manière comme si effectivement il y a un premier plan qui est le balcon et derrière, il y a effectivement la scène d'arbres droits qui se dressent un petit peu comme des personnages, comme des portraits. Ouais. Avec une certaine frontalité, parce qu'on est Une dans, frontalité complète qui vient effectivement dire en quoi la photographie est je dirais, c'est un médium pauvre. En tous les cas, c'est une feuille de papier. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs conduit petit à petit à m'extraire un petit peu, le trouvant un petit peu contraignant, le médium photographique par rapport à ce que je voulais faire, et en essayant de garder les spécificités propres à la photographie qui m'ont toujours aidé ensuite dans toutes les recherches que j'ai pu poursuivre. Mais la photographie, je la trouvais je l'aime toujours autant et elle m'intéresse toujours autant. Bon, aujourd'hui, j'en fais sur mon compte Instagram, mais voilà, c'était pour moi, c'était une manière de partir du photographique plutôt que de la photographie pour essayer de développer une œuvre qui a pour origine effectivement la photographie dans tout ce qu'elle a bon, des spécificités qui pouvaient être le reflet, la brillance, la profondeur de champ, la transparence, l'obturation ou l'ouverture. Voilà. ouais. Il y a cette dimension à la fois d'illusion perspective de la photographie et cette présence du mur, cette frontalité dressée qui va euh, se retrouver à être des années suivantes, pardon. Ah, mais Euh, jusqu'à aujourd'hui, je peins sur des murs c'est et ça. j'avais fait une exposition qui s'appelait A Wall with a View. Et effectivement, j'ai toujours été dans cette ambiguïté de transparence de mettre en face du spectateur que le regard puisse en fait, parce que je pense que les tableaux c'est toujours en fait des phénomènes optiques et d'essayer là justement de les mettre en place suivant justement des spécificités propres au mode photographique, qui m'apparaissait peut-être être un champ plus moderne et différent de ce qui avait été exploré jusque-là. Ouais. Et donc, puisque tu as une curiosité insatiable, tu ne te satisfais pas du seul médium photographique à ce moment-là. Peut-être vers la fin des années 80, tu commences à utiliser le plexiglas, notamment dans une série Lumière, je crois, qui reprend des photographies d'architecture noir et blanc, imprimées sur enfin, sur le plexiglas, et présentées au mur sur des pattes qui le détachent un peu du mur, ce qui fait que ça rejoue avec l'ombre portée, le reflet, toute une matérialité d'image, en fait. Oui, c'est ça. C'est en fait, c'est un peu par hasard que j'ai expérimenté ce système. Et c'est à partir de photographies trouvées de livres d'architecture que j'ai mis en place en fait ce procédé de transfert en sérigraphie sur le plexiglas et de décrocher le plexiglas du mur et de m'apercevoir qu'on avait là quelque chose qui n'était plus une photographie, qui n'était plus enfin qui était pas non plus une peinture, qui était un objet entre le cinéma, la photo, le lieu, l'emplacement, la lumière qui joue toujours énormément effectivement en fonction de l'espace dans lequel l'œuvre est accrochée. Et j'avoue que ce côté extrêmement magique et merveilleux m'a beaucoup plu m'a inspiré énormément d'images de ce type pour ensuite le développer d'une autre manière.
C'est à partir de là que tu dérives et développes le travail sur les panoramas, je crois. Exact. Et l'œuvre qu'on va voir par la suite, la deuxième œuvre de ta sélection, c'est une dispersion. Elle est de 2002, on est un peu plus loin. Et c'est une acrylique sur plexiglas qui peut-être dérive encore de ses préoccupations, qui est là encore entre deux, entre l'installation murale, l'objet pictural, la sculpture, et qui mesure 2,20 m de haut par 40 cm de large. Ce sont plusieurs éléments qui sont similaires, peints de couleurs différentes et percés également. Est-ce que tu peux nous parler de ce travail-là? Oui, alors pour partir effectivement de ce qu'on pourrait dire la plaque sensible de le film de la photographie, le plexiglas opérant un peu comme une plaque sensible lui-même. Et ce qui m'intéressait moi-même, c'est de travailler justement d'une manière extrêmement fine, très à plat, sans le geste du peintre et sans et en mettant en avant justement des problèmes de perspective, mais les problèmes de perspective ne sont pas faits par le peintre, mais sont faits par la transparence de l'œuvre sur laquelle est accroché. Et là, on peut le voir d'ailleurs dans cette œuvre. Je l'ai pas sous les yeux, mais je la connais par cœur. Il y a effectivement un certain nombre de plans différents, alors qui sont peints au même plan sur une couche extrêmement fine d'encre qui est donc peinte derrière le plexiglas. Et on a là la vision du mur sur lequel effectivement le plexiglas est accroché et les différentes manières de dessiner, parce qu'au fond, c'est le dessin lui-même qui ensuite est agrandi et présenté en aplat sur ces couleurs d'encre posées derrière donc le plexiglas et qui donne une espèce de fraîcheur et un reflet, enfin une brillance qui est forte et qui donne à l'œuvre toute cette fraîcheur qui ne peut pas être lue comme une peinture, mais qui est lue comme une plaque, une image, une surface sensible qui est donnée à voir au spectateur avec toutes les subtilités, toutes les ambiguïtés, tous les jeux avec lesquels on peut effectivement s'amuser, comme dans cette pièce-là, par exemple. Oui, il y a quelque chose de très ludique. Et en Oui. même temps, il y a une esthétique du retrait, de la distance. On a l'impression que tu évacues le geste direct, comme tu le dis, passe par de la mécanique. Et même cette duplication de cette forme, 1, 2, 3, 4, 5 fois au mur, évoque encore une fois la question de la mécanique, pas l'industriel, mais quelque chose de fabriqué, non de la main directement de l'homme. Euh, Elles sont légèrement décollées du mur, il y a un espèce de flottement également, lors d'une présence, un aura mystérieux. On ne sait pas de quoi il s'agit, ça pourrait être des coulures de peinture, encore une fois. Oui, moi, enfin, j'ai été frappé quelques années auparavant par la lecture de L'Homme sans qualité de Musil et j'ai toujours essayé de travailler dans cette distance et dans cette retenue-là. C'est-à-dire que je voulais faire des photographies sans qualité, j'essaie de faire des peintures sans qualité, avec tout ce que l'ambiguïté que ça a, c'est-à-dire que je ne suis pas en tant qu'artiste le Deus ex machina qui dit regardez avec le geste, je vous montre ce que je vais faire moi, mais c'est une manière de me mettre à côté du spectateur, de pas et de lui présenter un peu le miroir de lui-même et une manière aussi de faire que ces frottements-là soient plus que des glissements, plutôt que des bon, alors, il y a un côté, effectivement, derrière qui est plus de l'ordre je dirais, du statement plutôt que de l'entertainment, mais j'aime beaucoup aussi le jeu, j'aime beaucoup la fraîcheur, j'aime beaucoup, je sais pas, une certaine beauté, une certaine grâce, pour qu'on puisse passer devant l'œuvre sans la voir et on puisse s'y arrêter et avoir cette espèce de jeu qui me paraît indispensable au plaisir que peut avoir le spectateur sans sans, enfin, en étant avec lui plutôt que face à lui. Ouais. Moi, je me souviens une petite anecdote quand je suis entré aux Beaux-Arts dans ton atelier, ça rebondit là-dessus. Moi, j'ai été formé dans une école qui était plutôt conceptuelle. Et je suis arrivé, j'ai présenté les tableaux et j'ai commencé à essayer de discuter
d'évoquer une démarche, tu m'as tout de suite retenu en disant pose ça, on regarde si c'est juste, si ça fonctionne ou pas. Il y a cette façon d'évacuer un discours pour une approche, à la faveur d'une approche qu'on dira davantage formaliste, pour apprécier les qualités plastiques formelles en tant que telles, sans qu'elles nous expliquent quelque chose. Oui, garder une fraîcheur, une simplicité, faire en sorte que l'œuvre résiste, qu'elle résiste à l'analyse, même si on peut effectivement, parce qu'elle va pas se vider d'elle-même, autrement ça serait dommage, qu'on puisse ensuite y appliquer certains raisonnements propres, je veux dire, à l'histoire de l'art. Mais derrière toutes ces strates et ces sédimentations, il y a véritablement, enfin, et de plus en plus d'ailleurs pour moi, une volonté de simplicité et d'action directe. Ouais. Voilà. Et donc, il y a un mouvement qui glisse discrètement de ces verticalités des cyprès à cette œuvre-ci, et on passe à une troisième œuvre, qui est encore sur plexiglas, qui s'intitule Réplique, qui date de 2006 et qui mesure 195 par 147 cm. On la voit apparaître sur les écrans. Alors, il y a eu plusieurs tableaux. Enfin, est-ce que c'est un prolongement de la série des panoramas? Alors je vois pas l'image là. C'est comment il a Alors, pu. nous avons un grand plexiglas vertical, Ouais, tenu par 4 pattes métalliques, on a bien ouais, vu. ouais. Un traitement en plusieurs couches, plusieurs couleurs, des formes équivoques qu'on ne saurait pas vraiment identifier. Un turquoise qui prend une grande partie de Ah ouais, je l'image. la vois. Ouais, ouais, ouais. Avec comme une espèce de fleur au milieu. Cette fleur en confrontation noire et Ouais, rouge, ouais. et des liserés dans le fond. Et on voit apparaître également l'ombre portée, donc on a un objet assez Donc là, complexe. oui, on a des strates qui sont intéressantes. Il y a aussi des, autant que je me souvienne, des traits horizontaux Horizontaux. qui effectivement apparaissent comme s'ils n'étaient pas sur le même plan, alors qu'ils. Exact. Et il y a tout le côté de gauche de l'image, si je me souviens, c'est le mur qui est complètement transparent. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc là, il y a tout le jeu justement dont on parlait précédemment. Oui. On est dans la peinture, là. Bah oui, je sais pas trop ce que c'est la peinture, mais la peinture c'est assez pratique, je trouve, parce que on l'a fait au moment où on la trouve et puis comme elle a tellement de siècles derrière nous, on se dit bon ben de quelle manière, où est-ce qu'on va l'amener? Et on peut l'amener, on peut la fatiguer, on peut l'user, je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui dans le système de la et je l'ai vu d'ailleurs dans l'exposition, dans ton exposition que je viens de voir à Annecy, toutes ces réflexions sur la représentation et en même temps sur le mode d'emploi et en même temps se dire qu'aujourd'hui on se sent beaucoup plus libre peut-être qu'il y a 20 ou 30 ans dans la peinture, peut-être grâce aussi à la globalisation et qu'on se joue plus aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis, mais il y a la peinture africaine, la peinture indienne, la peinture mondiale. Et donc, tout reste très ouvert, même si on est là où on est. Et où est-ce que je me suis trouvé? Ben, je me suis trouvé, moi, à un moment donné, euh, les personnes que je voyais, c'était des gens qui parlaient, quand j'avais 18-20 ans, que du monochrome. Comment c'était, on parlait de fracture du monochrome, comment fracturer le monochrome. Et ça fait drôle maintenant. On était tous vraiment des fanas de Martin Barré. J'étais avec de ce peintre, peut-être que qui est à voir d'ailleurs, qui est présenté aujourd'hui, qui est pas très connu, mais en France, au Musée d'Art moderne du Paris, qui est Pierre Dunoyer, et qui peignait chez moi, et qui est un grand intellectuel. C'est parti de ce groupe qui s'appelait Janapa. Et voilà, donc à un moment donné, on se trouve à un endroit, puis lui, je me souviens, à cette époque, Dunoyer me dit, mais ce qui est intéressant, parce que lui, il voulait faire des tableaux, il me dit, mais en fait, tes photographies sont des tableaux. Et en fait, c'est un peintre, c'est Pierre Dunoyer, qui m'a dit, mais tes photographies sont des tableaux. Et là, ça m'a véritablement orienté pour la suite, et de me retrouver donc à cet endroit-là, à proposer, parce qu'on est là, c'est pas une question de vouloir créer ou d'innover ou d'être plus fort que les autres, mais c'est dire comment on peut être différent et comment on peut effectivement essayer d'apporter aux autres euh, dans son cursus par rapport à sa vie, par rapport à son talent, à sa virtuosité, à sa sensibilité, à sa propre vie, etc. Mais à un moment donné, d'avoir justement
l'acuité de travailler sur des choses qui nous sont chères et d'essayer de les mener ailleurs et de les proposer aux autres en espérant qu'ils n'aient jamais vu ce que vous leur proposez. Voilà, c'est tout simple. Mais c'est très, en même temps, c'est très ambitieux. Et pour arriver donc à cette histoire de la peinture, donc je faisais de la photographie, un peintre dit ce sont des tableaux. Ensuite, je fais ces sérigraphies sur plexiglas que je ne touche pas avec le pinceau qui sont des peintures. Et puis on continue et on pousse les choses. Alors avec un petit peu de la technique avec bon j'étais pas le premier hein, Warhol faisait de la sérigraphie mais il peignait par-dessus à la main pour montrer quand même c'est qu'il y avait un peu de main dessus. Alors chez moi il n'y a pas de main du tout et de pouvoir de comment on peut pousser comme ça les choses et pour essayer effectivement de rendre les choses belles, miraculeuses et sensibles. Ouais. Je disais, il y a pas de main, effectivement, il y a un retournement. Tout à l'heure, on avait des tableaux photographiques tirage unique. Ici, on a des peintures faites sans pinceau et qui sont des tirages multiples, je Oui, crois. oui. Ce sont des Donc, éditions. un petit jeu malicieux. Oui. Euh, et cette mise de distance par rapport au geste direct traditionnel de la peinture, tu peux nous en parler un peu parce que tu commences par des dessins, souvent réalisés, je crois, sur des papiers millimétrés. Ouais. Donc, il y a cette question quand même de la structure, et toi, tu viens jouer avec ça, avec une certaine de liberté et fraîcheur que tu évoques, par-dessus ce cadre-là. Oui, ce qui est assez compliqué, mais en même temps, je dis ça à des gens qui sont, parce que moi, quand j'étais à l'école, j'avais autour de moi des gens tellement doués en dessin, qui faisaient des voitures de course, des chevaux, des choses, et moi, je suis vraiment un très mauvais dessinateur, et donc, je trouve formidable d'avoir du talent, de savoir dessiner bien et tout ça, ce qui n'est pas mon cas, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Cézanne, par exemple, je trouve que c'est souvent un peu maladroit, et donc, on avance par rapport à ces contraintes. C'est-à-dire que moi, je commence avec la photographie, pensant que j'étais complètement incapable de tenir un pinceau et de tenir un crayon. Puis après, j'ai eu justement une assistante qui était ultra virtuose, qui me dit, mais non, tu vas voir le dessin, n'importe qui peut dessiner, vas-y, etc. Et puis, je me suis mis avec elle. Donc, c'est mon assistante qui m'a appris un peu à dessiner. Et après, je ne pouvais pas dessiner sur un papier blanc. Je me suis dit, bon, on va dessiner sur un papier millimétré. C'est peut-être plus facile de dessiner sur papier millimétré. Donc, ça m'aidait, la structure de millimétré. Après, je m'en suis servi. C'est-à-dire qu'on se sert des choses qui sont des contraintes et j'ai fini par faire des grandes œuvres photographiques sur papier millimétré de peinture. Et donc, voilà, je pense que il faut pas avoir peur et il faut penser que de toute façon on est unique, ce que je vous ai toujours dit aux étudiants, et que malgré toutes vos paralysies, vos complexes, etc., si vous avez quelque chose qui vous tient, vous trouverez toujours le chemin pour y arriver. Oui. En tirant profit comme ça de ces Oui, faiblesses, éventuellement. voilà, oui. Et tout d'un coup, et maintenant, je fais dire, effectivement, j'ai énormément de plaisir à dessiner. Je me suis mis même à me peindre directement, etc. Mais voilà, c'est tout un parcours qui vous amène effectivement à moins copier les autres et à travailler sur soi-même et peut-être à faire justement à ouvrir une chose qui effectivement n'aurait pas pu peut-être se faire si l'artiste avait été plus talentueux, plus virtuose et grand peintre. Belle leçon. On se retrouve du coup avec des objets. Est-ce que si on dit qu'il y a une dimension un peu pop, notamment dans les couleurs, les gestes qui, moi, parfois m'évoquent même le travail du groupe Memphis Design, de Torres Sotsas, par exemple, avec des fonds même de tapisserie. C'est quelque chose qui te parle, que tu reconnais? Alors, la couleur est très importante. J'ai souvent pensé que toute cette période de la conceptuelle ou même où la couleur était peu employée alors que on avait eu Matisse peu de temps avant, que le problème du décoratif dans l'art en France, en tous les cas, était difficilement apprécié. C'était extrêmement péjoratif d'être d'être ou décoratif ou d'être trop formaliste. Moi, j'ai souvent entendu dire que j'étais formaliste
Et bon, bah, c'est le fond qui remonte à la surface. Mais l'enseignement que j'ai pu avoir d'ailleurs, comme tu sais, j'ai beaucoup enseigné en Allemagne, en Hollande et tout ça. Mais il y avait moins ce problème-là. Et les Français ont toujours sont méfiés du décor, du grand décor, de la couleur, etc. Et moi, c'est une chose qui me plaît énormément. Et donc, j'ai toujours beaucoup plus facilement trouvé d'ailleurs des points de référence dans la peinture américaine, dans la peinture anglaise, je dirais encore plus dans la peinture anglaise. Quelqu'un comme David Hockney, par exemple, qui a une utilisation de la couleur extraordinaire, mais même d'autres, comme Patrick Cofield, comme d'autres dont j'ai pas les noms en tête. Et j'ai trouvé c'est qu'il y avait effectivement une espèce de peur de la couleur en France. Et je trouvais ça, voilà, cette manière de peut-être de faire de la peinture dite bourgeoise, décorative, ornementale. Et c'était une chose qui n'était pas peut-être très appréciée dans des perspectives, je dirais, post 68 art où le geste, le mouvement, l'attitude comptait plus que la forme. Il y avait peut-être une part trop théorique, mentale, française, Oui. typiquement française. Oui, bon, on l'a eu avec les supports surface, hein, qui sont vraiment des artistes extrêmement intéressants et qui ont essayé de se tenir à certaines règles, à certains modes d'emploi, à une manière et je pense que je pense que c'est un peu limité, mais je sais pas, mais Est-ce moi qu'on avait besoin de ça pour s'autoriser à cette époque-là, s'autoriser à peindre, tout ouais, simplement? moi, quand on voit aujourd'hui là, chez les peintres, et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de peinture en France, mais chez les peintres, quand on va, ça va de Viala à Frise, je dirais, cette manière de dire, mais attention, hein, je peins pas avec mes tripes, avec ma sensibilité, je peins parce que j'ai un système, et ce système, je vous le montre, et je montre le système doit cacher la poésie, l'émotion, etc. Et donc, c'est une manière de l'avoir, de le faire que je trouve un peu trop répressive vis-à-vis de soi-même. Et c'est pour ça que je préfère quelqu'un comme Reimann, par exemple, qui lui-même est aussi radical, mais justement n'a pas peur de fatiguer, d'user la peinture en la rendant très poétique. Ouais, l'éloge du sensible. J'ai l'impression à cet égard que les jeunes générations qui arrivent sont plus dégagées de ces questions-là Oui, que oui, non, mais complètement. il y a Vous êtes complètement, mais moi, je suis un vieil homme de 70 ans et j'ai été pris j'ai été pris dans ma génération, dans ce moment-là, post-support surface, et qu'est-ce qu'on fait? Et puis d'un autre côté, il y avait des choses qui effectivement qui m'intéressaient pas trop non plus, qui étaient, je sais pas, la figuration libre ou Gérard Garousse ou la nouvelle figuration, la figuration revenant. Et aujourd'hui, elle est là, c'est très bien. Il y a des peintres formidables qui sont dans la représentation. Moi, j'ai choisi un chemin un petit peu, mais voilà, on est artiste, là où on se trouve à un certain moment historique, et c'est à soi, effectivement, surtout de ne pas s'enfermer. Et voilà. Bon. Et c'est vrai que la nouvelle génération aujourd'hui, elle a un champ libre presque trop large, je dirais. Mais c'est bien. bon, on fait l'histoire à grandes enjambées, Oui. évidemment, et un peu rapidement. Mais on part de ces plexiglas et on te retrouve tournant du confinement, post-confinement, avec de nouveaux travaux où cette fois-ci la transparence, la brillance a cédé le pas à une opacité, une matière plus rêche et brute. Et quand on passe à l'œuvre suivante dans notre sélection, on trouve une proposition qui s'appelle Ensemble 2, qui est une peinture acrylique sur un support en gesso sablé, qui date donc de 2020, 105 par 147. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé, comment tu en arrives à ces propositions nouvelles? Alors, ouais, c'était un peu compliqué. Entre les deux, il y a eu une série de peintures sur papier photographique, sur papier millimétré, qui n'est pas là, mais qui fait un peu la transition. C'est j'ai commencé à photographier des dessins et à les agrandir sur papier millimétré, et après pas sur papier millimétré. Et là, on n'avait plus la transparence, mais on avait le papier photo.
Et après, je me suis dit, bon, moi, je fais de toute façon, euh, la toile est trop chargée d'histoire. Je travaille toujours, j'ai toujours voulu que le mur soit là, qu'il soit derrière ou qu'il soit en aplat. Et donc, j'ai pensé que c'était peut-être intéressant de recréer sur des panneaux une texture, je dirais, murale, c'est-à-dire gesso, sablé avec plus ou moins d'imperfection, et de travailler aussi, donc, toujours en surface très fine avec de l'encre dessus, un petit peu dans une relation qu'on pourrait, pour moi, ça m'aidait parce que je pensais beaucoup plus à l'idée du graffiti, à l'idée de peinture murale, à l'idée de quelque chose qui, effectivement, ne soit pas obligatoirement dirigé vers la peinture sur toile. Et donc, j'ai mis au point cette texture et cette encre qui me permet aujourd'hui, à partir de gestes simples, avec surtout une volonté de grâce, de fraîcheur, d'humour, etc., de travailler avec des gestes, je dirais des gestes fragiles, des gestes sensibles. La pièce que vous avez là, par exemple, c'est quelques traits qui sont comme ça, mis les uns à côté des autres et qui font apparaître comme ça une succession de couleurs qui sont, je pense que certaines, je l'ai pas sous les yeux, mais certaines rayures qui sont colorées deux fois Oui. et pour arriver à un moment donné à un peu un épuisement. J'aime bien travailler aussi avec des pinceaux ou des crayons qui sont usés où il y a presque plus rien dedans. Et c'est Rayman qui m'a un peu influencé dans cette façon-là. Et donc, j'aime bien épuiser le geste, épuiser la chose et un petit peu comme si c'était une peinture pour un mur. Ouais. Et Voilà. quelque chose de très, très délicat, très minimal. On n'est pas Oui, dans la surcharge excessive. non. On n'est pas Le, oui, on n'est pas dans la surcharge, on est dans. Et là, c'est compliqué parce qu'on peut pas tellement parler, elle est bonne ou elle est pas bonne, la peinture. Il arrive à un moment donné où on peut plus trop poser les mots sur les choses, que j'en ai fait plein d'autres comme ça qui sont vraiment mauvaises. Donc, à un moment donné, il y a un équilibre, il y a dans la fragilité, dans le choix des couleurs, dans l'espace des couleurs par rapport au tableau, etc. Il y a quelque chose qui se passe qui, à un moment donné, vous convainc suffisamment pour vous dire c'est bon, je le garde. Et à partir de là, je veux dire, conceptuellement, c'est 30 ans ou 40 ans de réflexion de la peinture à la photographie, tout ce qu'on a dit avant, et à un moment donné, comment on pose la couleur sur un mur, et à quel moment on pense que ça marche. Ou pas. Ouais. c'est très, très, bon, Ça, c'est presque très, ça, rien. il est pas, moi, je suis pas, moi, j'aime bien, je pense qu'un artiste se doit de produire beaucoup, ce que j'ai pas fait beaucoup dans ma vie. J'ai produit, mais peut-être pas assez. Et souvent, je voulais pas, je toujours voulu laisser sortir, des choses dont j'étais vraiment sûr. Et je pense que c'est pas une bonne chose. Je pense il faut produire beaucoup. Il faut laisser partir même des choses mauvaises. Parce qu'en laissant partir des choses mauvaises, moi, j'étais très ami avec quelqu'un comme Franz West, par exemple, et on se voyait beaucoup. Et lui, il a produit mais énormément des choses vraiment mauvaises et des chefs-d'œuvre, etc. Et j'étais toujours assez jaloux quand j'allais dans son atelier de voir tant de choses qui n'étaient pas grand-chose, mais qui l'aidaient à faire que ça devienne grand-chose. Et donc là, maintenant, j'ai décidé de produire beaucoup plus. Et donc, je trouve que ce cadre que j'ai trouvé, qui sont ces surfaces de gesso à plat, que je sable plus ou moins, et puis cette manière que j'essaye de simplement, formellement, d'être dans une représentation qui n'est ni abstraite ni figurative, dans un jeu qui pourrait, mais ce qui reste quand même toujours très lié au dessin. Je pense que quand même le, les- mes peintures sont quand même ce sont des dessins de peinture. Ouais. Ou des impressions de peinture, comme je dirais que les sérigraphies sont des impressions de peinture et que là, on est entre le dessin et la peinture, parce que là, le geste, là, C'est très pour, graphique. pour le coup, le geste, il est là.
Ouais, C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est la ouais, première fois qu'on voilà. est en prise directe avec le geste. Exact. Ouais. Pour le coup, là, j'ai plongé les deux pieds dedans et effectivement, et je laisse aller légèrement, d'une manière un peu légère, maladroite, parce que je suis pas adroit, le geste se faire avec la couleur, avec les épaisseurs des traits, et puis bon, une manière de former un tableau. D'où une question également, c'est que on connaît ce travail donc préparatoire du dessin habituel. Pour ces séries-là, comment tu travailles? Est-ce que tu as une idée préétablie avant de te lancer directement? Est-ce Ouais. que tu as des esquisses, des débauches? Oui. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le dessin automatique? Oui et non, c'est-à-dire que ça, souvent, souvent dans un semi-automatisme, on est tellement surpris de sortir quelque chose qui nous dépasse qu'on a envie de rester un petit peu parfois dans l'automatisme, parce que je me suis rendu compte que souvent dans l'automatisme, dans le semi-automatique, je me bluffe un peu moi-même. Donc souvent quand je essaie de travailler d'une manière trop en amont sur des croquis, des dessins préparatoires, etc., je perds un petit peu cette spontanéité et cette manière d'aller directement. Et dans la mesure où il n'y a pas de repentir là parce que c'est pas la peinture à l'huile, c'est de l'encre. Donc il faut y aller directement. Je fais des dessins évidemment préparatoires, mais j'avoue que j'aime bien le moment où je trouve que, où je me trouve plus fort que ce que je croyais. C'est quelque chose. Avant, c'est toi qui as fait ça, mais c'est vraiment fort. Et c'est des moments justement où on se laisse un peu flotter, où on a les couleurs, où on se laisse un petit peu aller. Je pense que c'est pour tout le monde un peu comme ça. Et puis on oublie tout et on donne ce qu'on a envie de donner pour former un tableau. Mm. On va passer à l'image suivante de la même série. On est en 2022. Elle s'intitule Accord et acryl. Encore une fois, un vernis acrylique sur gesso sablé, Ouais, 140 par 198 cm. ouais, On a des formes flottantes qui évoquent la trame, mais une trame tremblée, des aplats qui ne sont pas vraiment des aplats, qui pourraient évoquer un peu un Mondrian sous acide. Est-ce que tu peux nous dire comment on arrive à là? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dans cet équilibre entre le lâcher-prise et la rigueur? alors là, justement, c'est vraiment un exemple, ce tableau, d'un automatisme. C'est-à-dire que j'ai, en tremblant et en dessinant les traits comme ça, je les avais vraiment pas ni calculés dans leurs écarts, ni dans leur longueur, ni comment ils s'arrêtaient. Donc, je l'ai fait de manière automatique. Ensuite, j'ai rempli non pas un aplat parce qu'il y a deux couleurs, les jaunes qui vont pas jusqu'au bout, qui vont pas jusqu'en bas, Ouais. mais la structure elle-même, elle a été faite d'une manière très automatique et sans préparation. C'est là où je dis que parfois, justement, on a en soi un géomètre qui structure la chose. Parce que je trouve, parce que si on regarde bien, et c'est là où je me suis moi-même bluffé par rapport à moi-même, c'est-à-dire que c'est très équilibré. Ça fait juste. Les espaces, c'est juste, c'est bien. Alors après, j'ai rajouté un petit peu d'or, un petit peu d'orange et jaune. Et il y a donc, voilà, quelque chose, mais c'est presque un dessin automatique. Donc c'est presque une peinture automatique. Ouais. Et j'aime bien essayer de jouer là. En ce moment, je travaille là en essayant. Ça n'empêche pas que je fais quand même beaucoup de dessins à côté, que je regarde comment les choses se font, que ça se fait pas tout seul et qu'il faut quand même s'entraîner. Mais voilà, c'est peut-être aussi, je sais pas, la maturité. Je sais pas, La sagesse. un peu de maturité, c'est pas de mal. Parce Mm. que ce dessin-là, enfin, encore à cheval entre le dessin et la peinture, Ouais, et l'objet finalement, puisque le support a une matérialité très spécifique, il enregistre à la fois du vécu, des images, une expérience, et il se confronte à un moment, un espace et un geste. Une fois que tu as objectivé et que tu as ce geste sur ouais, cet objet-là,
Qu'est-ce Mhm. qu'il te renvoie? Est-ce que tu comprends des choses par rapport à ça? Est-ce que ça t'éclaire sur ce que tu fais? Tu vois, par exemple, il y a le titre. Les titres, j'ai énormément de difficultés avec les titres. Alors, les titres, je les trouve toujours à la fin, quand la galerie me demande que je dois exposer, il faut donner un titre, etc. Et donc, les titres, je les donne d'une manière aussi très automatique. Alors, tu me diras, pourquoi accord et acris? C'est ça. Et moi, je sais pas pourquoi Corée écrit, mais voilà, mais c'est une expression que j'aime beaucoup et voilà, les titres viennent pas éclairer l'œuvre, mais sont à côté de l'œuvre. Et j'aime bien la manière dont ce slalom un petit peu comme des spermatozoïdes qui sont là, qui flottent un petit peu sur la surface, cette brillance là, il y a quelque chose bon, de mental, d'assez spirituel aussi, et qui, à un moment donné, effectivement, si elle doit se traduire par un mot ou par un titre, ça devient accord et un cri. Voilà. Bon, on n'a aucune relation anecdotique. On a Non. presque un jeu de poème entre le texte et l'image Voilà. qui reste assez Oui. insaisissable. Oui. Oui. Moi, je trouve que le titre, c'est un petit cadeau supplémentaire. C'est une chose, voilà, souvent, il peut y avoir un petit rapport, pas beaucoup, mais j'aime bien qu'on puisse regarder le tableau et ensuite aller voir sur le cartel le titre, qu'on retourne et puis que le spectateur, parce que c'est lui qui fait le tableau, l'intègre à sa manière. Ça fait jouer l'interprétation, la relance perpétuellement. Oui. Mm, mm. Et on peut passer au dernier tableau. J'ai toujours du mal à savoir qu'est-ce qu'il faut dire. C'est un tableau. Mais quelque chose l'indique ici de cette sélection qui s'intitule Full Moon. Alors là, on a une dimension Ah oui, plus alors ça, ah oui, politique. ça, cette année dernière, ça, je me suis beaucoup étonné à faire ça. 2023. Et Ouais, même sur la photo, il est présenté sur un chevalet. Donc là, on est ouais, ça effectivement dans le m'a. retour à la peinture. Non, voilà. Moi, j'aime pas trop la peinture surréaliste. J'aime pas trop l'image. Et là, j'avoue, je me suis laissé un peu aller dans un truc un peu clair de lune avec cette forme bleue qui est en dessous et puis en bronze, bon, et les couleurs. C'est un travail sur la couleur. C'est un des derniers tableaux que j'ai fait et qui était montré à Genève là récemment. Et, euh, et là, je me suis posé un peu des questions parce que je me suis dit, tiens, là, on est un peu dans l'infiguration, on est là, on est dans un. Euh, Mais c'est quelque chose qu'on trouvait déjà dans des oui, travaux antérieurs avec parfois des figures parce de pauvres. au fond de moi-même, je pense que c'est mes racines sud-américaines, parce que mon père était équatorien, etc. J'ai j'aime le baroque et j'aime l'ornementation et j'aime, oui, euh, oui, je suis un minimal baroque, je dirais. Voilà. Je trouve que parfois de se laisser un petit peu aller j'aime l'ornementation, j'aime le baroque, j'aime la manière dont effectivement à un moment donné des couleurs et des formes peuvent traduire un sentiment d'un moment, etc. Sans en faire. Là, il s'agit ouais, d'un paysage. On pouvait retrouver peut-être dans certains plexiglas des choses comme ça. Et, euh, Oui, je me et voilà. souviens d'un Et on panorama avance. Moby Dick. Pardon? Je me souviens d'un panorama Moby Dick que j'avais vu il y a très Ouais, longtemps, qui me fait ouais, penser un peu au paysage d'Anna Eva Bergman, par exemple. Cette exact. dimension-là, très Non, non, mais synthétique. j'ai fait des choses aussi, oui, des grands diptyques ou triptyques monumentaux de 5-6 mètres, qui avaient, même il y avait des aplats, même s'il y a la retenue, que sur les plexiglas, il n'y a pas de demi-teinte, ce sont que des aplats. Et donc, mais ça m'intéresse parfois qu'il y ait un petit peu, oui, un choc, un peu un choc des cultures. Et ce que je disais ce que j'aime beaucoup David Hockney, c'est ce que j'aime chez lui. Voilà, c'est ce côté parfois un peu mauvais goût, quoi. C'est ça, j'allais y venir. La question, je me souviens des perroquets. Voilà. Cette question-là, justement, elle est encore plus prégnante quand on voit une œuvre comme celle qu'on a sous les yeux en ce moment. On est dans le monde de l'art ici, donc on parle déjà avec un passif, avec une ouverture. Moi, je pense parfois à Etel Adnan, par exemple, à des choses comme ça. Mais quelqu'un qui est extérieur à ça, il peut me dire, mais c'est quoi ça? C'est presque rien, c'est un dessin d'enfant. Est-ce qu'il y a
tu aimes jouer avec cette frontière du, ça pourrait basculer en presque rien, t'es nu, voire ridicule ou pauvre, mais ça résiste un petit peu par certains aspects. Je pense que tu as défini exactement là où je suis, quel artiste je suis, et qui pousse à la limite de quelque chose et qui n'est pas, je pense pas que ce sont du tout ces dessins d'enfants. Je sais même pas d'imiter des dessins d'enfants. Je pense essayer de garder, comme on dit toujours, l'enfant que l'on est, et puis même si l'adulte est parfois un peu sceptique, et puis essayer de le tirer autrement, et mais garder un petit peu cette innocence, et puis voir de quelle manière à- au moindre geste, que le moindre geste puisse être salvateur et qu'on puisse à un moment donné pouvoir. Moi, ce que j'aimais beaucoup dans certaines peintures très abstraites de Miro, par exemple, 4 points de suspension avec un trait, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui m'ont un peu marqué, parce que moi, je viens un peu de l'Amérique du Sud, mais aussi de l'Espagne, et où je suis beaucoup, et même un artiste comme Tapies m'a, enfin, j'ai beaucoup aimé ta pièce quand j'étais plus jeune, par exemple. D'accord. Et il y a Bon, ce si côté tu, chez eux, un petit peu enfantin, gribouillis. oui, oui, c'est la limite du gribouillis, du barbouillage, tu parlais Ouais. Mais des je sur crois les beaucoup à murs. la couleur aussi, hein. La couleur est très, dans un tableau comme celui-là, la couleur est très, très importante. Ouais. Et je pense que la couleur, souvent, justement, donne une dimension, je dirais, dramatique, si on peut dire, au tableau, qui vient justement élever le petit dessin facile à dans une dimension, je dirais, de voilà, un peu plus épique. Presque auratique par Voilà, moment. ouais, ouais, Bon, ça fait une transition pour passer, comme si on a réhabilité le décoratif, la sensibilité, le borderline. Et quand on t'a demandé des références importantes pour toi dans l'histoire de l'art, alors j'ai été étonné, moi je suis content hein, en tant que quelqu'un d'origine du Sud, mais tu nous as parlé de Paul Cézanne et ouais. un tableau comme Les Grandes Baigneuses, une toile qu'il a travaillée pendant longtemps, entre 1894 et 1905, quasiment jusqu'à sa mort. Un grand tableau, il y a plusieurs études de petit format, mais celui-ci fait Oui, 127 par 196 centimètres. J'étais étonné de t'entendre citer cette œuvre-là. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à Cézanne et à ce tableau en particulier, peut-être? oui, bah, tout simplement, hein, quand on pose les questions que vous posez, à savoir quel est le tableau, vous avez un choix, C'est difficile. et elle a un choix, moi j'en ai plein. Et je crois que de ma vie, j'ai jamais dit à quelqu'un que j'aimais tellement les beignets de Cézanne. Donc, c'est un peu comme les titres. Tout d'un coup, les beignets sont sortis de ma bouche. Alors, j'ai pris mon téléphone et je suis allé regarder le tableau. Pourquoi ce tableau vient et pourquoi pas. Et là, j'ai vu effectivement quelque chose qui me fait préparer, qui me fait préférer Cézanne à Matisse. Et quelque chose, c'est ce côté justement un petit peu maladroit, un petit peu qui résiste, qui est un petit peu bien fait, mal fait. Et je me souviens d'une exposition que j'avais vue de Cézanne, des premiers tableaux de Cézanne à la Fondation Thyssen à Madrid. Et il n'y avait pas un tableau pour sauver l'autre, ils étaient tous mais atroces. Et, 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 euh, et de voir de quelle manière il est arrivé justement aussi lui-même à s'extraire de ça pour arriver à la pureté. Et là, quand j'ai regardé pourquoi les baigneuses, et j'ai regardé, puis j'ai vu qu'au fond, il y a une espèce de maison entre les arbres, dont je me souviens, etc., que je trouve un peu moche. Et je trouve que le tableau, il est très fort à cause de ça. Voilà. Et donc, après, il y a la grâce la grâce des baigneuses, il y a la forme, la manière, il y a le tableau, la composition du tableau, et cette force, etc. Mais il y a toujours ce côté très humain, très, voilà, oui, un peu laborieux. On sent qu'il est en lutte quand même, hein, Cézanne. Il a des grandes ambitions, des modèles, Hein? et avec ses petits moyens, il essaie, il rate souvent, mais il essaie encore, et c'est très Et oui, touchant. et puis il y a les petits traits comme ça, puis il en fait beaucoup, puis les arbres, et puis tout d'un coup c'est formidable, tout d'un coup c'est le meilleur, tout d'un coup il est indépassable, et puis voilà. Alors
Voilà, bon, c'est pour ça, c'est un peu pour ça. Donc je me suis étonné moi-même. C'est pour ça que j'aime bien m'écouter aussi d'une manière spontanée pour ce genre de questions, de la même façon que j'ai pas su donner ni le nom ni la peinture d'un jeune artiste. Si Ouais, il y a un artiste que j'aime beaucoup parce que c'était un de mes étudiants aussi, ça n'a pas on va été en parler bientôt, oui. non, mais Emmanuel van der Meulen et qui et à chaque fois que je vois une de ses expositions, je me dis, c'est pas encore ça, mais ça vient. Et comme c'est quelqu'un en qui je fais énormément confiance et que j'aime bien, il vient d'ailleurs d'ouvrir une exposition hier où j'ai pas pu aller d'ailleurs. Oui, Et je vous y convie à la Galerie Allen. oui, Allen à Paris. C'est ça. Bon, on va y parler, en parler aussi, Pardon, mais je m'avance. on avance déjà sur le planning. Euh, bon, passons Cézanne donc et son caractère touchant. C'est vrai que quand on regarde ce tableau, c'est un peu bancal, on ne sait pas trop comment le prendre. Et je me dis, c'est pas sans lien, effectivement, avec des propositions récentes, on ne sait pas trop à quoi on a affaire. La part décorative, peut-être aussi. Mais quand on t'a demandé s'il y avait, à l'inverse, un peintre que tu refusais, que tu n'aimais pas, que tu comprenais pas, que tu Ah rejetais, ouais, tu nous as cité plusieurs exemples, mais tu t'es arrêté sur René Magritte, ouais. sur Alice de René Magritte. Et ici, une toile, par exemple, la Bella Prigioniera de 1935, une sur toile de 45 par 65 cm. Magritte, alors, c'est pas ta tasse de thé. Magritte, j'ai du mal. Magritte, j'y arrive pas. Est-ce que c'est la dimension J'y arrive pas, c'est l'image. Je pense que oui, c'est moi, ça. j'aime pas que quand la peinture devient image, même quand elle est extrêmement sophistiquée chez Magritte. Mais là, j'avoue, je me suis forcé souvent, j'ai dû voir, je reconnais, c'est un immense artiste, mais je n'y arrive pas. Quand ça fait image, moi j'aimais beaucoup les surréalistes, j'aimais beaucoup les surréalistes. Je crois que tout le monde aime les surréalistes quand on a 20 ans. Alors, Oui. j'ai mis beaucoup Dali, Tanguy, Max Ernst, je lisais les chants de Maldoror, etc., quand on a 20 ans. Et après, j'avoue que c'est vrai, effectivement, la peinture surréaliste, c'est une chose qui me, même sur des choses plus récentes ou d'artistes qui sont surréalisants, j'ai toujours beaucoup de mal. Oui. Alors, c'est amusant parce que je refeuilletais un catalogue, je crois celui de la Biennale de Venise 2003, et à côté de tes sculptures Arbre de Noël est cité un tableau de Matisse quand même en référence. Oui. Un paradoxe. Et parfois, on peut, et ce tableau est un peu atypique. Effectivement, on sort un peu de l'imagerie classique de Magritte. Euh, mais bon, clin d'œil paradoxal. Non, moi, je me souviens très bien. J'ai vu ce tableau de Magritte. Il y avait ses formes, et et j'ai refait ces formes. Ce sont devenus des arbres de Noël, et je les ai appelés des arbres de Noël. Et c'est les formes qui m'ont plu. Le tableau de Magritte me plaît pas tellement, mais j'aime beaucoup ces formes avec des trous. Je sais pas Très plate. si c'est ce dont ils soient là. Et j'ai fait des sculptures que j'appelle les arbres de Noël en métal de très grand format. J'en ai fait une vingtaine comme ça qui font une espèce de forêt d'arbres. Et c'est vrai que, voilà, un petit peu comme le coucher, le lever de lune sur l'autre. Voilà, c'est vraiment un peu, oui, je sais pas. C'est border encore. Mais j'aime pas, oui, mais le tableau de Magritte me dit pas grand-chose. Par contre, les formes, j'aimais beaucoup, oui. Oui, si c'est pas le genre de peinture que tu regardes. Dans les références également, quand on te demande quelle œuvre a nourri ta pratique, et c'est sans étonnement qu'on retrouve Robert Musil avec L'homme sans qualité, tu l'as évoqué tout à l'heure. Est-ce que c'est une influence directe? Est-ce qu'il y a des éléments que tu reprends directement? Ça t'arrive dans la Non, littérature d'avoir des transferts comme ça, de texte à image? non. Non, c'est le titre presque. C'est le livre, L'homme sans qualité est une œuvre immense et magnifique. Et le personnage d'Ulrich, je me suis, quand j'avais, enfin, je l'ai lu assez tôt, donc je m'en souviens pas si bien, mais ça m'a énormément influencé quand j'ai fait mes premières photographies, etc. Et ouais, cet être au monde, dans cette manière-là,
moi, j'ai souvent été aussi très, je sais pas pourquoi, ce ne sont pas mes origines, mais j'ai toujours été très amoureux des écrivains de l'Europe centrale, Zweig, Svevo, Thomas Bernhard, musique, tout ça. J'ai toujours adoré ça. Et Une c'est certaine mélancolie, quelque chose comme ça? Vienne, Mélancolie, Trieste. Oui. Oui, j'ai toujours été, voilà, Un vague à l'âme. ça, c'est un monde. C'est un monde qui s'est écroulé et qui est tellement bien décrit par ces auteurs-là. Et j'avoue que j'ai toujours aimé effectivement me tremper là-dedans. Oui, Oui, là, il y a presque la fin d'un monde, question de déliquescence, oui, oui, qui peut se rapporter à tes c'est la fin travaux. d'un monde très cultivé. Bon, et après la naissance ou pas d'un nouveau monde pour arriver à celui d'aujourd'hui, c'est pas simple. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je lis? Je sais pas. Qu'est-ce que je lis aujourd'hui? Je lis un peu. Parce que j'ai essayé d'écrire. Je me suis dit qu'à un moment donné, ce serait bien d'écrire. Et plus je lis, moi j'aime beaucoup le Clésio, par exemple. Là, je suis en train de lire le dernier livre de Le Clésio à Vers. Et c'est tellement bien écrit, c'est tellement magnifique, c'est tellement brillant que que je pose le porte-plume. Mais je me Ça dis coupe que les comme je jambes. suis un si mauvais dessinateur, peut-être que je pourrais essayer d'écrire un jour. Mais voilà. J'avais retenu cette citation de Musil qui touche à ton travail. Je pense que tu l'as en tête. Un homme qui cherche la vérité se fait savant. Un homme qui veut laisser sa subjectivité s'épanouir devient peut-être écrivain. On y touche. Ouais, Mais que doit faire un homme qui cherche quelque chose situé entre les deux, entre cette notion? ouais. Et Jean-Marc Bustamante répond dans une citation, j'aime me situer dans une sorte d'entre-deux. Et j'y Oui, bah, suis c'est toujours, toujours ça, 20 ans après. ça me poursuit, ça. Mon prénom est double, je suis Gémeaux, j'ai des origines mêlées. Mon travail, il est particulier. On ne sait jamais si c'est de la photographie, de la peinture, de la sculpture, qu'est-ce qu'il a fait commencer. Bon, c'est comme ça. Et je continue comme ça, je mourrai comme ça. Mais je pense que voilà, ça me tient. Oui. Tu as évoqué tout à l'heure également, quand on te demande un livre sur l'art qui t'a influencé, tu cites à nouveau Robert Heinlein. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'influence justement ou ton rapport à son travail qui parfois peut sembler très rêche ou très Ben, je trouve ça, oui, ça dépend des périodes de son travail, mais les petits tableaux sont pas du tout rêches, sont magnifiques. Il y a de la couleur derrière, il y a le blanc dessus, mais ça vibre comme un tableau impressionniste. Après, il y a ces grands tableaux. Je sais pas si j'ai fait exprès ou pas, mais c'est vrai que tous mes panoramas sont tenus par des supports métalliques. Et lui, il a souvent aussi utilisé ses pattes pour mettre ses tableaux. Je trouve que c'est quelqu'un qui est assez limité là où il est, mais j'irais préférer Bryce Marden, par exemple, oui, dont pour qui j'ai une admiration folle. Mais la tenue de Rayman et dans ce dont on parlait tout à l'heure, était de l'ordre justement d'user la peinture, de voir qu'est-ce qu'elle pouvait donner. Alors, dans cette idée de l'art conceptuel, hein, de support surface, de l'école et tout ça, je trouve que c'est vraiment une synthèse extraordinaire parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est resté là, mais qui en même temps a une poésie, une sensibilité, une manière de faire qui est exceptionnelle. Et il n'en reste pas, même s'il est dans le mode d'emploi, dans la manière de faire qui est quand même très réglé, euh, baroque par moment. oui, c'est quelque chose que vous avez en partage peut-être cette Voilà. Ça, oscillation. j'aime ça, parce que bon, moi, je suis d'origine, ma mère est anglaise, mon père c'est américain, et j'ai toujours été, voilà, porté un peu d'un côté de l'autre, et j'aime cette retenue et dans le cadre. Donc, on dessine, mais sur papier millimétré.
Voilà, c'est un peu ça. Allier l'intelligence à la sensibilité. Ouais. Quand on te demande qui tu aimes parmi les peintres contemporains, tu te souviens, tu nous parles de Tracé Émile. De qui? Tracé Émile. Ah, Tracy Euh, Emin, oui, oui. Alors, Tracy Emin, c'est assez étonnant parce que N'importe quelle peinture, c'est moins j'ai retenu pour vu, le coup. j'ai vu Ah, récemment, j'ai vu, elle est assez gonflée, cette fille, parce bon, on connaît bien son travail, ses installations, etc., que j'aime énormément. J'aime beaucoup Sarah Lucas aussi. J'aime beaucoup cette scène anglaise, féminine, très forte, très militante et tout ça. Et puis, j'ai regardé récemment les peintures. C'est des peintures un peu expressionnistes, un petit peu, on a l'impression qu'on a un peu déjà vu ça chez Saint-Ombly ou autre. Et récemment, pour ça, parce que c'est récent, j'ai été en face de deux ou trois tableaux de Tracey Emin que j'ai trouvé vraiment remarquables et de très grande beauté. bon, ça semblerait a priori assez éloigné de ton esthétique propre. Oui, oui, mais moi, il y a plein d'artistes qui sont très loin de moi que j'aime. Ah oui, oui, non, non. Quand un tableau, il est bon, il est bon. Après, moi, j'adore Philippe Gaston voilà. Et puis j'aime beaucoup Jasper Jones et j'aime beaucoup, je sais pas. Non, non, moi, c'est pas. Moi, c'est pour ça que je me suis toujours. J'ai une qualité. C'est pour ça que j'ai aimé être professeur et même jusqu'à devenir directeur des Beaux-Arts de Paris. C'est que j'aime les autres artistes, j'aime ce qu'ils font et j'ai de l'intérêt pour ça qu'avec les étudiants, c'était pas un problème parce que ce qui m'intéressait, c'était pas obligatoirement ce qu'il faisait, mais comment on pouvait faire mieux. Et j'aime cette qualité qui s'appelle la compersion, c'est-à-dire être content quand il arrive quelque chose de bien à quelqu'un. Et j'aime beaucoup, justement, j'ai toujours aimé. Là, je me suis empêtré dans cette histoire de l'Académie des Beaux-Arts et j'adore. J'ai fait rentrer Garous, Hilbert et tout ça, et on fait plein de choses pour les autres et ça j'aime énormément. Pour moi, ma carrière artistique n'est pas seulement tournée vers moi, vers ma réussite personnelle, mais aussi vers la passion que j'ai pour l'art et pour les autres. Donc, Tracy Emin, je l'adore quand c'est bien. Jeff Koons, je trouve ça fantastique. Et je veux dire, Rémi Zog aussi à côté. et Rémi Zog, j'ai une passion pour Rémi Zog. J'ai un Rémi Zog dans ma chambre. Oui, Je dors avec un Rémi Zog à côté qui dit, nous les mots, nous fermons les yeux et toi, homme, tu ne peux plus rien imaginer. C'est magnifique. Le tableau est en train, ils se font comme ça. Et je trouve c'est aussi bien que Jeff Koons. Et l'art, c'est l'art quand il est mené par quelqu'un au bout, au bout de ce qu'il peut faire. Et Rémi Zog, malheureusement, il est mort prématurément, mais il a fait une œuvre magnifique. tu parlais d'enseignement. Tu étais aussi commissaire d'exposition. Je me souviens d'en avoir vu quelques-unes. Oui, mais j'ai aussi, j'étais directeur du Printemps de Septembre à C'est Toulouse, ça. comme je suis d'origine toulousaine, donc et j'adorais organiser des expositions, faire des expositions. J'aime beaucoup faire ça aussi. Oui, oui, Je me rappelle avoir plaisir. rencontré Sarah Lucas, là, effectivement, des travaux dans Exactement, cette exactement. vigueur. J'avais invité Zara Lucas à l'époque à Toulouse. Mm. Et donc, tu l'as déjà un peu dévoilé tout à l'heure, quand on te demande une peinture contemporaine française que tu aimes, Ah ouais. tu as parlé d'Emmanuel van der Meulen. Oui, parce que La prochaine peinture d'Emmanuel c'est van der quelqu'un qui Meulen. prend des risques. Et à chaque fois, je me dis, mais ça peut, c'est pas encore ça. S'il doit pouvoir faire, ça doit pas être mieux. Et j'ai ça, mais pour vous tous, hein. J'ai vu ton exposition à Annecy. Bon, je vais pas t'en parler directement parce que c'est pas moi qui t'interview, C'est pas le mais sujet, j'aurais des choses à te dire et des choses que j'apprécie beaucoup et des choses voilà. Et ça, c'est ma passion. Et c'est vrai que lorsque les artistes sont en train de se faire comme pour vous, les jeunes artistes, etc., j'ai du mal à choisir un tableau de quelqu'un. Mais par contre, il y a des démarches que je respecte beaucoup, comme la tienne ou celle d'Emmanuel, que je trouve un artiste intéressant, qui devrait être plus visible, qu'on voit pas beaucoup et qui est peut-être un artiste difficile d'accès, je sais pas. Mais j'ai hâte d'aller voir son exposition. Donc, quand je dis, voilà, parce que je pense qu'il a la potentialité de devenir un grand artiste.
Lui aussi, une ligne, effectivement, qu'il poursuit depuis longtemps, à travers ses tableaux, même des photos Tu connais son de travail. montage. Oui, oui, Et je l'ai rencontré aux Beaux-Arts, puisque oui. j'étais condisciple de Camilla Ah, Univera. voilà, absolument. Que j'aime aussi beaucoup. Oui, Très beau travail aussi, que l'on suit. oui. Et les choses font bien, enfin, les choses sont bien faites. C'est que, donc, on présente l'exposition qu'il faut aller voir à la galerie Allen à Paris jusqu'au 25 mars, d'Emmanuel Van der Meulen. Et puis, il sera l'invité de Thomas dans cette même émission la semaine prochaine sur Twitch. Donc, on pourra l'écouter parler de Oh, son travail. formidable, je savais pas ça. Très bien. Voilà, le temps passé, 19h05 déjà. Et on peut, pour clore ce joyeux rendez-vous, évoquer ton actualité avec une exposition en cours jusqu'au 30 Oui, mars. C'est à Hambourg. oui, à la galerie Vera Monroe à Hambourg. Oui. Ce sont des travaux dans la lignée de ceux que l'on a vus. Voilà, que, comme je t'ai dit, je me suis mis à devenir un peintre qui produit. Donc, donc je produis beaucoup. Donc, voilà, donc je multiplie les expositions parce que c'est beaucoup plus agréable de produire Partager tout ça. quand on sait qu'il y a une exposition qui suit. Donc, je m'arrange j'ai la chance de travailler avec quelques galeries qui me font confiance et avec lesquelles je travaille depuis longtemps. Par exemple, cette galerie à Hambourg, ça fait la huitième exposition, par exemple. Déjà. Ouais, Et ouais. bien, on note ça, on ira voir. C'est l'heure de remercier tout le monde, ceux qui sont présents avec nous, Thomas pour l'invitation, Nils dans l'ombre, Audrey également pour la préparation, et préciser que tout le monde peut retrouver cette émission sur le replay de la chaîne des Apparences, ainsi que les 62 précédentes. Euh, pour terminer, Nils a pris quelques commentaires, questions peut-être? Oui, tout à fait. Une première question. Qu'avez-vous appris à être directeur des Beaux-Arts? Ah oui, c'est une bonne question. Ça a été parmi les plus belles années de ma vie. J'ai énormément apprécié. J'ai voulu ce poste et je l'ai eu. Malheureusement, j'étais déjà un peu âgé puisque j'avais déjà 65 ans, 64 ans, et donc je n'ai pu être professeur que 3 ans. Mais j'ai essayé de faire beaucoup de choses, d'aider, d'ouvrir l'école, d'essayer de la rendre plus intéressante, d'ouvrir aussi l'école à des étudiants qui n'y allaient pas, comme effectivement la Via Ferrata, ce que j'ai fait là-bas, et puis aussi des expositions, et puis aussi des projets malheureusement qui se sont pas faits parce que votre successeur ne fait jamais ce que vous faites, évidemment. Mais j'ai énormément eu de plaisir, sauf que c'est vrai que je me suis pas trop occupé de moi-même, mais c'est une chose que je sais faire. C'est-à-dire que je trouve qu'il peut y avoir énormément d'intérêt à faire autre chose pour revenir à son propre travail et l'enrichir de ce qu'on a vécu dans sa propre vie. Très bien. Que pensez-vous des photographes qui finissent par la peinture ou le dessin? Cartier-Bresson dessiné, Jess Wall a dit regretter, etc. Alors, Cartier-Bresson, je pense que c'est quelqu'un qui, oui, qui à la fin, peut-être qu'il avait, comme c'est un photographe de rue, en plus, je pense qu'il avait plus trop envie de sortir dans la rue et que le dessin l'intéressait énormément, qu'il a appris le dessin avec Sam Safran, et qui est un excellent professeur. Je pense pas que ses dessins soient si intéressants. Euh, voilà, c'est une photographie qui est magistrale. Et après, je sais pas quel autre. Jeff Wall, pardon. Jeff Wall, il fait de la peinture maintenant? Non, il a dit qu'il regrettait de ne pas avoir fait de peinture. Oh, il a fait faire des peintures, des grandes peintures par des Non, assistants. alors, non, mais Jeff Wall, c'est vraiment un artiste très intéressant à ce sujet parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a fait, qui a un travail photographique tout à fait intéressant, même si on se lasse des caissons lumineux, même si un caisson lumineux éteint, c'est pas terrible, même si, voilà. Après, il a essayé d'aller ailleurs. Je pense que c'est un artiste qui a été un petit peu surévalué et que aujourd'hui on peut considérer qu'il a été important, mais que oui, lui, je l'aurais plutôt conseillé, incité à faire plus de peinture. Oui, une dernière question. Pensez-vous que votre expérience technique vous permet d'avoir plus de relâchement dans votre travail actuel?
Je pense que la technique, il faut l'avoir, il faut expérimenter, il faut être, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens tellement doués, tellement talentueux, mais qui n'ont rien à dire. Il y a des gens, mais moi j'ai appris, et c'est pour ça que j'ai travaillé aussi avec un autre artiste à un moment donné, c'est Basile Bustamante, parce que je savais pas. Il m'a beaucoup appris et au fur et à mesure, je me suis forgé. Je suis pas un grand technicien, même en photographie, je connais pas bien, mais à force, quand on veut faire quelque chose, on prend les moyens, et c'est très très important. Je veux dire qu'on ne peut pas fabriquer un objet ou fabriquer un tableau s'il n'est pas techniquement parfaitement fait ou mal fait, bien fait, comme vous le voulez. Moi, à un moment donné, je faisais des sculptures où on voyait les traces de soudure, j'ai appelé ça le fini agricole. Je pense qu'il est très important, c'est de maîtriser la technique que vous voulez et le rendu surtout que vous voulez avoir pour que l'œuvre soit comme vous voulez. Mais ton parcours est un peu atypique de ce point de vue-là. Tu pas dans la virtuosité, c'est pas ce que tu recherches. Et ça t'a permis de faire un chemin en dehors de tout académisme. Tu penses que ça permet de sauver de ça? Bah, c'est compliqué parce que d'un certain côté, je souffrais déjà de ne pas avoir fait l'école d'art, de rien fait. D'un autre côté, j'étais content d'être directeur des Beaux-Arts de Paris parce que je trouvais ça C'est une amusant. revanche? Non, pas une revanche, mais d'être professeur à Amsterdam, à Munich, d'être professeur de peinture à Munich, avec Thomas Schutte. Mais voilà, et que je suis pas un peintre, je suis pas un très bon photographe non plus. Mais je pense que ce qui est important, c'est l'art. Et ce qui est important, c'est effectivement la création, c'est l'innovation, c'est la manière dont on trouve son propre langage. Une autre question? Oui, une dernière question. Avez-vous une pratique du dessin en amont de vos œuvres? Je dessine toujours, je dessine beaucoup. Mais quand je dessine, c'est dans le but de faire un tableau. Donc, en fait, je montre pas mes dessins, je les expose pas. Ce sont des documents que je garde. Ce sont mes archives. Mais, euh, mais c'est une pratique, oui, presque quotidienne. Alors on trouvera des inédits de Bustamante au niveau dessin. Mais il y a pas, il y aura que des inédits parce que j'ai jamais montré mes dessins, donc j'en ai des milliers, mais je pense ils valent pas grand-chose comme dessin. Je pense ils sont là comme un marchepied pour penser un tableau, pour C'est penser une un objet. étape. Oui, mais je suis pas dessinateur ou je suis pas peintre. J'essaie de faire de l'art. Et à un moment donné, c'est le dessin, c'est juste un moyen, un moment de la même façon, quand on regarde une planche de contact et qu'on choisit parmi une photo, quelle est celle qui convient. C'est presque cultiver son jardin, déterminer un Ouais, territoire, l'arpenter. oui. Mais non, par contre, j'admire beaucoup les peintres qui sont aussi dessinateurs, qui font des dessins. Moi, je collectionne un peu les dessins et j'aime beaucoup ça. Bon. Eh ben, à suivre alors. Merci. Merci à tous et à toutes. Et bonne soirée. Merci, Jérémy. C'était très sympa. À bientôt.